Dans les éléments traces, nous avons donc ce fameux groupe de terres rares ou lanthanides qui regroupe les éléments qui vont du lanthane jusqu'au lutécium. Alors, on peut diviser ces éléments en terres rares légères, qui sont complètement à gauche, terres rares moyennes au milieu et terres rares lourdes à droite. Pourquoi cette appellation? Parce que nous avons un degré d'incompatibilité qui diminue de gauche à droite. Les plus incompatibles sont là, les moins incompatibles, c'est ici. J'ai bien dit les moins incompatibles, je n'ai pas dit les plus compatibles. Pour des raisons que vous savez, c'est que tous ces éléments-là sont incompatibles. Sur l'échelle des ordonnées, nous avons une échelle logarithmique et non pas le logarithme des valeurs, une échelle logarithmique sur laquelle nous reportons les valeurs d'une division que l'on appelle aussi normalisation entre les teneurs en ces différents éléments divisés par la teneur de ce même élément dans la chondrite que nous connaissons. Donc par exemple ce point-là, il correspond à la teneur de la roche, d'accord, en lanthane, divisé par la teneur du lanthane dans la chondrite. Nous le reportons directement ici sur l'échelle logarithmique. Alors sur ce diagramme sont reportées donc les données pour deux types de morbes, les morbes normales et les E-morbes ou les P-morbes. D'accord? Quand on a les différents points des différents éléments, on les relie par des segments de droite. Voilà, de telle façon à ce que les différentes analyses, hein, chaque ligne ici correspond à une analyse, ça forme ce qu'on appelle des spectres, des spectres de terres rares normalisées aux chondrites. D'accord? Alors, nous remarquons par exemple pour les N-morbes que le spectre a une géométrie particulière. Cette géométrie est définie par les terres rares légères avec un spectre qui montre une pente positive, c'est-à-dire que nous avons une augmentation des terres rares de gauche vers la droite, alors que les terres rares moyennes et les terres rares lourdes n'ont pas l'air de varier beaucoup, formant un spectre que l'on appelle plat. Spectre à pente positive et spectre plat. D'accord? Si on veut refléter ça d'une autre façon, on peut dire que par exemple le lanthane ici, évidemment divisé par la chondrite parce qu'il est déjà normalisé, cette valeur-là divisée par cette valeur-ci, donc du lanthane samarium, le rapport lanthane sur samarium, les deux éléments étant normalisés, est inférieur à 1. C'est ce qui donne cette pente positive. Alors que ici, si on prend par exemple le terbium ici divisé par le potassium, ben nous verrons que c'est à peu près égal à 1. Pente positive, pente nulle. Alors, les N-morbes sont caractérisés exactement par ce type de spectre, donc ils sont notés ici, je reviendrai sur les autres dans un instant. Les N-morbes ont donc un rapport lanthane sur samarium qui est inférieur à 1, et c'est vraiment typique, montrant que ces magmas sont appauvris en terres rares légères. Appauvris en terres rares légères. Si je prends les E-morbes et que si je divise cette valeur-là par celle-ci, elle est supérieure, hein, là on est à 80 et ici on est à 20, donc ça fait 4, ça fait un rapport 4, il est donc supérieur à 1, c'est ce qui définit ce que l'on appelle les morbes enrichis. Alors entre celle-ci et celle-là, ils ont quelque chose de commun, c'est que les spectres des terres rares moyennes et des terres rares lourdes sont dans tous les deux cas plats, d'accord, avec donc une pente qui est nulle et des rapports entre éléments qui sont voisins de l'unité. Alors, on a aussi un troisième type de morbes qui n'est pas représenté ici mais qui le sera dans le diagramme qui va suivre, que l'on appelle les morbes T ou les T-morbes, T pour transitionnel, car ils ont des rapports entre de ces éléments qu'on vient de faire, qui sont intermédiaires entre les N-morbes et les E-morbes. Bien, on peut visualiser cette différence entre ce que l'on a appelé les N-morbes et qui
samarium qui est inférieur à 1, représenté ici par les triangles, et les E morbes qui ont ce rapport-là, supérieur largement supérieur à 2, il est même supérieur à 1,8, comme on l'a dit dans le diapo d'avant, et qui sont représentés aussi par des carrés. Très bien. Alors, si maintenant on considère tous les rangs qu'il y a là, ce sont des basaltes réels qui ont été analysés, ils sont situés exactement entre les N morbes et les E morbes. On les appelle de ce fait-là donc transitionnels, et ils peuvent correspondre à un mélange simple entre deux composantes, une composante N morbe et une composante E morbe. Par définition, quand il y a un mélange, le mélange est situé entre les deux points représentant les compositions limites. Alors cela est interprété simplement comme résultant d'un mélange entre les magmas, mais le mélange peut aussi avoir lieu au niveau des sources. Autrement dit, les sources peuvent être le siège du mélange entre deux réservoirs montéliques qui se télescopent au niveau du manteau à un moment de l'évolution de celui-ci. Nous reviendrons sur ces aspects-là plus tard. On peut faire la même chose, mais en considérant cette fois deux choses un petit peu différentes de ce qu'on a vu avant, mais le principe est le même, c'est que nous ne considérons pas seulement les terres rares, tantane, cérium, néodyme, europium, etc., mais on considère l'ensemble des éléments en trace. Vous aurez reconnu les éléments à large rayon ionique, les HFSE, zirconium, hafnium, titane, etc., et puis évidemment les terres rares. Mais tout le monde est classé depuis le plus incompatible à gauche vers les moins incompatibles à droite. Et au lieu, alors deuxième différence, c'est qu'au lieu de normaliser au chondrite, on aurait pu le faire aussi, on peut normaliser à une autre roche ou à une autre composition de référence. Ici, le manteau primitif, rappelez-vous de toutes les méthodes que l'on a utilisées pour essayer de retrouver sa composition. Ce manteau représentant évidemment la composition du manteau avant la séparation de la croûte océanique et de la croûte continentale. Et là sont reportés, donc, alors, en termes d'interprétation maintenant, on dit que les magmas N-morbes sont des magmas appauvris, évidemment. Alors, et on dit aussi qu'ils sont issus de sources elles-mêmes appauvries. Alors, en quoi on sont-elles appauvries? Évidemment, en éléments les plus légers, parce que lors des fusions partielles, ce sont les éléments qui sortent le plus rapidement et en grande quantité vers les premiers liquides formés. Alors, si vous prenez une source qui est située sous les dorsales et que vous la faites fondre plusieurs fois, elle va perdre de plus en plus de ces éléments légers, et à partir d'un moment, elle ne pourra plus du tout produire de magma enrichi parce qu'elle n'en contient plus elle-même. Alors pourquoi n'en contient-elle plus? Parce qu'on ne connaît pas de phase dans le manteau supérieur qui est capable de retenir les terres rares légères par rapport aux terres rares lourdes. On n'en connaît pas. En revanche, on connaît une phase qui peut retenir les terres rares lourdes par rapport aux terres rares légères. Cette phase, c'est le grenat, je le dis tout de suite, et c'est en rapport donc avec cette espèce d'appauvrissement important en ces éléments-là pour les magmas OIB. Bon. Si vous prenez en revanche les E-morbes ou les OIB, vous voyez qu'ils sont enrichis par rapport au premier. Alors, les sources, on sait que les sources, les N-morbes et les E-morbes sont à peu près identiques parce qu'ils ont plein d'analogies. Donc la source de ces E-morbes a dû subir probablement un processus d'enrichissement. D'accord? Avant, évidemment, de rejoindre l'endroit où les morbes naissent, c'est-à-dire sous les dorsales. En revanche, les OIV, clairement, proviennent d'autres sources, et ces sources sont beaucoup plus enrichies, c'est probablement même des parties du manteau qui n'ont pas subi du tout de fusion partielle, ou très peu, et qui peuvent encore fournir beaucoup d'éléments en traces légers, montrant donc cet enrichissement hyper important. On pense souvent que ces sources sont situées dans le manteau inférieur,
qui aurait de ce fait gardé une certaine composition chondritique, donc qui n'a pas perdu ses éléments en trace légers. Normalisé à ce manteau primitif, les teneurs dans les roches typiques que sont donc les N-membres, les E-membres, et à titre de comparaison, on a ajouté ici les OIB, c'est-à-dire ces basaltes des îles océaniques. Alors que remarque-t-on? Toujours pour les terres rares légères, mais aussi pour les Lille, les magmas N-membres en sont très appauvris. Vous voyez, ils sont très appauvris, alors que les éléments qui vont du potassium jusqu'au lutécium ont une composition relativement plate, pouvant être comparée à celle du manteau primitif, même si celle-ci est normalement ici, mais on dit que pratiquement que c'est plat, on va dire que c'est 1, 2, 3, 4 ou 5 fois le manteau primitif, mais ça reste plat. Alors ici, la pente est encore une fois positive. Alors que pour les morbes enrichis, ou les E-morbes, vous voyez que les teneurs en ces éléments jusqu'au phosphore sont bien supérieurs, montrant que ces magmas, bien qu'ils aient les mêmes caractères que les N-morbes pour les éléments qui sont à droite, sont enrichis. Alors cet enrichissement est beaucoup plus prononcé évidemment dans les magmas de type OIB, que ce soit pour les éléments les plus légers qui sont à gauche, que pour les éléments qui sont à droite, et on remarquera qu'il y a même un fort appauvrissement ici de tout ce qui est éléments ou terres rares lourdes. Vous en parlerez beaucoup avec M. Drahel lors des TD. Voilà, donc ce sont trois spectres élargis, on appelle ça élargis, c'est-à-dire qui ne sont pas limités aux terres rares, mais élargis aux autres éléments en trace. On dit aussi les spider diagrammes ou les diagrammes araignées, et ici vous avez les spectres typiques des N-morbes, des E-morbes et des OIB. Dernière diapositive pour la caractérisation géochimique donc, de la croûte océanique, et il est relatif à des données isotopiques sur un diagramme bien connu, qui est le diagramme néodyme-strontium. Alors le strontium est l'élément radiogénique du rubidium, et le néodyme est l'élément radiogénique du samarium. Alors évidemment, pour des différences de degré d'incompatibilité entre le rubidium et le strontium et entre le samarium et le néodyme, il est admis complètement, et on peut le démontrer, ça sera fait lors de votre cours avec M. Drahel et les TD relatifs, les magmas, moins ils sont évolués, plus le rapport strontium 87-86 est faible, et les magmas, moins ils sont évolués de la même façon, plus cette fois-ci le rapport néodyme 143 sur 142 est fort. Donc, vous voyez, là sont reportés les trois types donc, de magma, c'est ceux de l'Atlantique, N-morbe de l'Atlantique, les N-morbes du Pacifique, et ici vous avez l'air des E-morbes. Vous voyez, donc les magmas appauvris sont situés vers les valeurs importantes du rapport néodyme 143 sur 142 et vers les valeurs les plus basses du rapport strontium 87 sur strontium 86. Alors que les E-morbes, elles qui sont les morbes donc enrichis, eh bien elles ont des valeurs de plus en plus importantes du rapport isotopique du strontium, alors que le rapport isotopique du néodyme est de plus en plus faible. Voilà, donc ça définit donc les réservoirs. Ces réservoirs-là sont des réservoirs appauvris, alors que les E-morbes correspondent à des réservoirs enrichis.